existe au large de la Bretagne une multitude d'îles et d'îlots. Selon la légende, on en compterait plus de 700. Plantés là, au beau milieu de la mer, à quelques kilomètres du continent, ces minuscules territoires représentent à eux seuls une multitude de fantasmes. Préservés de la rumeur du monde, ces univers maritimes sont autant de symboles de pureté, de résistance et d'harmonie. Lorsqu'on sait les aborder, ces concentrés de Bretagne révèlent des facettes inattendues et des paysages surprenants. Baignés par les courants de la Manche et de l'Atlantique, les archipels bretons recèlent encore des richesses sous-marines insoupçonnées. Marins, écrivains, voyageurs ou habitants des îles, nous avons suivi la quête d'hommes et de femmes passionnés. Ils vont vous révéler une partie des trésors cachés de ces îles du Grand Ouest. Ce cabotage insulaire commence tout au nord de la Bretagne. Cap sur l'île de Bréhat, une île verdoyante parsemée çà et là de superbes villas. Ce jardin maritime est parsemé d'innombrables récifs, dont la plupart sont invisibles à marée haute. Ici, seuls les navigateurs qui savent se faufiler entre les rochers s'en sortent la tête haute. Parmi eux, un écrivain et académicien, Éric Orsena. C'est super, oh, ça va être top. Avec son cousin Patrick, il nous a lui aussi fait une belle promesse. C'est le début des vacances et retour à la maison. Allez, corderie. Quand je reviens ici, j'ai l'impression que je reviens dans le lieu qui m'a créé, recréé, réparé, relancé. Et donc, c'est à chaque fois un émerveillement et une gratitude. L'émerveillement parce que pour moi rien n'est plus beau, et la gratitude parce que si j'ai réussi à faire 2-3 trucs dans la vie, c'est grâce à l'énergie que j'ai reçue ici. On va virer de bord et on repart après. À la barre de son beluga, Éric Orsena se dirige vers l'anse de la Corderie. Il veut nous faire découvrir les trésors cachés de son île, ce petit monde à part qu'il fréquente depuis qu'il est enfant. Alors on va aller tirer à bord, au bras de la sœur, au bras du cul du Red Gilles. Mon bateau. Passez. Bréhat, 3 km² verdoyants au milieu de la mer. Une concentration de grandes résidences secondaires impressionnantes. Et surtout, des lumières à pleurer. Les peintres et les photographes adorent cet endroit car ici le mélange des rayons du soleil et des embruns crée des tableaux naturels. Le fief bréhatin d'Éric et de sa famille est composé de plusieurs demeures. Son cousin Patrick, pêcheur de homards à ses heures perdues, vit dans une grande maison de pierre qui surplombe une petite crique de sable. Voilà. Et il est court. Moi je me dis debout. Nous voilà arrivés. Nous voilà, ça y est. Quand je pense qu'il y a des gens qui gardent leur voiture en bas de chez eux et qui montent chez eux, ça me tue. Je ne comprends pas ça. Ça c'est notre J'arrive pas. parking. Voilà. C'est notre parking à nous. Ça c'est extraordinaire. Ici, on pose le pied sur une continuité, une transmission, 5-6 générations. Plus les légendes. Parce qu'avant, il y a les pirates ici. Après, il y a les caporniers. Et après, il y a les peintres. Après, il y a les savants. Après, il y a toute cette énergie. Donc, quand on revient ici, on respire comme ça. Allez, toi, Eric, Allez. un chat de grève. Un chat de grève. Un chat de marin. Allez. Un chat qui fait la grève. Bon, ben voilà. Et ça y est, donc les vacances commencent. Belle balade et voilà. Et là, on est top. Là, c'est. Voilà, c'est bon. Oh, regarde, il y a des palourdes là. Ah bah oui. Oh, il y a C'est des normal, hein. palourdes. Ben, c'est Bon, génial. Allez. avec un peu de thym là. Un petit café. Ouais, sérieux. Oui, c'est Et bon. c'est pas ça la vie. Et la lumière. C'est pas ça la vie, C'est Eric. ça la vie, c'est ça la vie. Hein, c'est génial. Il dépend que de nous, de On la demande rien continuité. d'autre. Et juste à côté de la grande demeure, perché sur un rocher se trouve le véritable trésor familial. Plus petite et plus simple, cette maisonnette possède l'une des plus belles vues de Bréhat. Bon.
Allez Eric. Voilà. Souvenir. Alors le vent est top. Alors là, on appelle ça Ker Caïd, c'est-à-dire la maison du caïd, c'est-à-dire la maison du chef de famille, c'est-à-dire son grand-père, mon grand-oncle. Voilà, exactement. Et là, c'était le lieu où on n'osait pas entrer. On est absolument au milieu de la mer, donc on voit la mer arriver, on voit le vent arriver. La nuit, c'est un bateau, ça vibre, et on a l'impression que la maison va s'en aller et l'île va partir à la dérive. Ton grand-père avait bien choisi quand même. Hein. Ouais. Il avait bien choisi de construire la maison là. Regarde. C'était quand même. Regarde les couleurs de l'estran là. Regarde les couleurs jaune, vert, marron, beige, c'est superbe. Comme si la terre était rouillée par moments. Oui, tout à fait. Bréa, c'est là où je suis né écrivain. Je suis né écrivain parce que c'est là où il y avait des histoires incroyables qui étaient sans arrêt racontées. Et c'est depuis ce temps-là, semble-t-il, que j'aime tant écrire en bateau. Parce que c'est une maison qui ressemble à un bateau. Et donc, au fond, une histoire, c'est aussi fragile que le sillage d'un bateau. Le lendemain matin, profitant des grandes marées, les deux cousins s'échappent tels des gamins faisant l'école buissonnière. Ils partent à la conquête du nord de l'île de Bréa et de ses paysages lunaires. C'est bon, allez, l'estran est pour nous. Alors on peut en trouver à partir de là, c'est 2 trous, alors ça veut rien dire du tout, mais c'est 2 trous. Alors les trous, moi je les ai jamais vus les trous, parce que là, je sais pas comment tu fais là, mais ça... Il faut que je t'en montre un, il faut que j'en trouve un. Là, Moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est que la lecture, c'est pas seulement des livres. Oui, c'est ça, oui. Ça, c'est un livre, Tout à fait, et il faut apprendre à lire. tout à fait. Et sur ce livre-là, tu as toujours été, mais dès l'âge de 5 ans, bien meilleur que moi. Bah, écoute, C'est-à-dire que tu savais mieux lire. J'ai aimé ça, ça m'a... Il faut dire que je suis un peu un... Là, ces trous-là, c'est pas lui, non. ça c'est pas Ça n'a bon. rien à voir. C'est pas bon. Alors allons. Tiens, là, c'en est une. Alors, est-ce que c'en est une? Alors montre-moi. Oui, ça c'est parfait. Ça, c'est parfait, là. Ça c'est parfait. Hein. Ne me la casse pas, Eric, ne me la casse pas. Voilà. Regarde, elle est sablonneuse. Elle est très belle. Elle est belle. Elle est très belle. Ouais. Voilà. Il y en a encore plein, quand même, hein. C'est tellement découpé, tellement divers, tellement changeant. Et le ciel, et la mer, et la terre, tellement infinis, que les mystères sont évidemment perpétuels. Sous chaque rocher, il peut y avoir un homard. Nos pépites à nous, elles ont 2 pinces et une queue, et puis elles sont délicieuses à bouffer. Donc c'est pour ça que mon cousin et moi, nous ne sommes pas riches, mais incroyablement gourmands. Il y a de quoi déjeuner là. Ah oui, là, Hein avec, C'est sympa, elles sont belles. avec On n'a pas cherché grand chose, mais un petit beurre salé. quel plaisir avec pain, beurre salé, muscadet. Non, on va mettre un Sancerre. Patrick prend aussitôt le large pour aller poser quelques casiers. Si la chance lui sourit, alors il espère récolter les fameuses pépites qui se cachent au milieu des cailloux. Sur sa chaloupe, le cousin Patrick va bientôt savoir si les crustacés sont au rendez-vous. Ouais, alors on a tous des endroits un peu secrets. On a tous trouvé un petit trou, on a tous un trou où on a pêché un beau homard l'année dernière et on essaye de voir s'il n'y en a pas un autre. Ah, il y en a un, mais il est petit. Ah, il fait peut-être la taille. Non, il est grainé, je vais vous montrer ça. Enlève-moi ça. Tu vois, c'est une femelle grainée avec des œufs. C'est des milliers de petits homards. Sur ces milliers de petits homards, il y aura peut-être 20-30 homards qui vont réussir à vivre. Vous voyez les œufs là, partout. C'est scandaleux, là. Pour moi, c'est scandaleux de garder les femelles grainées. Donc voilà, regardez, elle va peut-être vous faire un petit mouvement de queue
quand je vais la lâcher, regardez-la partir. Non, elle est tranquillement, elle part. Elle dit je reviens de loin. Il n'y aura donc pas de homard au dîner ce soir. Pour une fois, les invités de Patrick devront se contenter de quelques coquillages. Soupçon de vin blanc. Bon, et ben voilà, la pêche du jour d'Éric et de moi-même. La pêche du jour, Éric, t'en as pêché les 4/5e, toi, là. Les grosses, c'est toi. Les grosses, c'est toi, les petites, c'est moi. Est-ce que vous remarquez comme elles sont très charnues? Oui, c'est l'époque. Hein. L'île, c'est à la fois le sentiment d'être prisonnier, mais la capacité et la nécessité d'imaginer. Donc de se projeter, donc de voyager. Donc l'île, c'est vraiment une sorte de rassemblement de toutes les forces, à la fois de recueillement et puis de découverte. C'est exactement la respiration. On se recueille, on se relie et on s'en va pour recueillir. Eh ben c'est ça la vie, c'est pas ça la vie, c'est ça la vie. C'est bon, hein? Non? Martin, il a mangé une petite palourde. Ça c'est plaisir, oui. C'est notre côté russe. C'est pas Nous quittons l'île de Bréhat, ses belles demeures, ses jardins d'Éden et ses soirées mondaines au bord de l'eau, pour des parages un peu plus rudes. L'archipel de Molène est composé de plusieurs petites îles autrefois habitées par des familles d'agriculteurs ou de goémoniers. Jusque dans les années 50, ces paysans de la mer récoltaient des algues avant de les brûler pour en extraire de la soude. De leur présence dans l'archipel, il ne reste rien à part quelques ruines. Seuls des bateaux venus du continent travaillent encore l'algue. Le photographe sous-marin Yves Gladu connaît ce labyrinthe de roches depuis qu'il est enfant. Brestois d'origine, c'est ici qu'il a appris à connaître les merveilles mais aussi les pièges de la mer d'Iroise. Ancien scaphandrier professionnel reconverti en chasseur d'images, Yves Gladu s'est mis en tête de réaliser un inventaire photographique de la faune et de la flore sous-marine des îles bretonnes. Lors de ses nombreux voyages autour du monde, Yves a réalisé des images fabuleuses des profondeurs de la planète. Mais c'est ici, le long des rivages de l'Atlantique Nord, qu'il a apprivoisé les habitants des fonds marins. Et là, il y a des phoques. Formidable. Il a le dos sorti de l'eau, il a pas que la tête. Ah, il est drôle. Regarde ça. Il y en a une centaine hein, dans l'archipel. Donc ça fait beaucoup. Tiens voilà, tu vois, il est là juste par le travers. On voit la tache blanche. Il va sûrement venir comme un curieux nous voir. La mer d'Iroise, c'est une zone très particulière. En fait, c'est la rencontre de deux mers, hein, l'océan Atlantique avec les courants qui remontent un peu du sud, et puis la Manche qui se vide. Et donc là, c'est le confluent, c'est le mélange de ces eaux.
Et donc il y a une certaine richesse avec des espèces qui remontent du sud et d'autres au contraire qui viennent de la mer du Nord et qui redescendent par là. Donc il y a une rencontre et une diversité qu'il n'y a peut-être pas ailleurs dans d'autres régions, même de la Bretagne. Équipé de son vieux masque de scaphandrier, Yves va pouvoir nous raconter ce qu'il voit sous l'eau. Oui, l'archipel de Molène est un endroit exceptionnel par sa richesse en algues, autant en variété qu'en dimension. C'est l'endroit où les algues sont les plus grandes. Les laminaires qui sont sur le fond avec des grandes palmes sont les plus hautes d'Europe. Et puis les immentales qui sont ces espèces de spaghettis qui remontent vers la surface sont aussi très beaux avec des champs immenses parce que la profondeur se prête à l'explosion de ces algues. Les phoques, ils sont sous l'eau. On peut essayer de les voir parce qu'ils se cachent un petit peu, ils jouent à cache-cache derrière les rochers là. Il faut avoir la chance pour pouvoir les approcher de tomber sur un phoque qui est relativement joueur et qui va de lui-même chercher à te regarder et t'approcher. Et pour ça, il ne faut pas trop bouger, rester sur place dans la zone la plus favorable. Et puis c'est lui qui va venir te regarder, s'approcher de plus en plus, prendre confiance si toi tu ne bouges pas. Et donc il va pratiquement te mettre ses yeux dans les yeux sous l'eau. Toujours à l'affût de la belle image, Yves connaît cet immense labyrinthe rocheux comme sa poche. Malgré les pièges de la mer, il sait depuis longtemps qu'ici les eaux tumultueuses sont d'une richesse extraordinaire. L'animal qu'il traque désormais fréquente les parages quelques jours par an au printemps. Autant dire qu'il cherche une aiguille dans une botte de foin. Mais Yves compte aussi sur les habitants de l'archipel. Désertée il y a 20 ans, l'île de Kéménès revit grâce à un jeune couple. Il y a 7 ans, David et Soisic ont été choisis par le Conservatoire du Littoral pour relancer une activité économique sur Kéménès. Attention, il est presque sec. Bon alors, le petit, je ne l'ai pas vu moi encore. T'as pas encore vu Jules? Ben non, Bah oui, c'est ce que je disais. mais ça fait longtemps qu'on n'est pas venu. Hein. Bah, vous êtes passé, moi j'ai des photos de vous avec le bateau là, Félix. Aujourd'hui, grâce à leurs efforts, l'exploitation agricole a repris de plus belle. Il est cool lui. Hein. Un gîte a même ouvert ses portes. Il s'adapte bien ici sur Kéménès. Hein. Ah voilà, Il profite, ouais. Ouais, il profite bien. avec La famille s'est aussi agrandie. David et Soisic élèvent désormais leurs 2 enfants, Jules et Chloé, sur l'île.
Bon David, est-ce que tu as vu ça déjà? À la surface de l'eau en te promenant dans l'archipel? Bah, j'aurais préféré pas les voir, à la limite. Hein. Si c'est un requin en l'occurrence, mais là, si c'est du pèlerin, ouais, ça nous est arrivé d'en croiser une fois, effectivement. On en a Ah ouais? un petit. En fait, on allait à la poste à Molène, en fait, et juste au large des Trois-Pierres, au nord de Molène, en fait, en arrivant dans les bouées de casier, on s'est dit tiens, c'est bizarre, il y a une bouée de casier qui se déplace. Et c'était pas une bouée de casier en l'occurrence vu que c'était un aileron. Non. Mais rencontre fortuite et vraiment ça a duré très peu de temps, mais effectivement on en a déjà croisé. Mais je sais qu'il y en a qui ont été observés là au sud des Pierres Noires, juste au sud de Quéménès, là, donc un peu plus au large. Et effectivement c'est une petite bête qu'on connaît pas beaucoup parce qu'on la voit pas beaucoup, mais Le requin pèlerin, c'est un poisson énorme, donc c'est d'abord très impressionnant. Ensuite, c'est un animal qui cherche sa nourriture, donc il migre du sud de la France vers le nord de l'Europe. Et comme il est énorme, on pourrait en avoir peur. Et en fait, il est très craintif. En fait, pour les plongeurs, pour faire des images, c'est très très difficile de l'approcher parce que il n'aime pas le bruit ni l'ombre des plongeurs. Et donc c'est vrai que c'est une gageure pour le plongeur sous-marin de faire des images de ce poisson énorme. C'est vrai qu'en Bretagne, c'est quelque chose. C'est un peu un sommet, quoi, quelque part, quoi. nous on les a vus là. Voilà. Et en fait, il remonte du sud. Et puis Dans sa traque du grand requin, Yves Gladu n'est donc pas au bout de ses peines. Mais nous le retrouverons plus tard, un peu plus au sud, du côté de l'archipel des Glénans. Confetti de landes et de sable posés sur la surface de l'océan, les Glénans comptent une dizaine d'îles. Plages de sable blanc, eau turquoise, les plaisanciers ont surnommé cette escale les Caraïbes bretonnes. Seule l'île Saint-Nicolas est fréquentée tout au long de l'année par une poignée de marins-pêcheurs. Les autres îles, elles, ne reprennent vie qu'au printemps, avec l'arrivée des stagiaires du centre nautique des Glénans. Sur l'île de Fort-Cigogne, les travaux de remise en état ont commencé depuis quelques jours. Comme ça, le vent nous poussera dans l'autre sens. On est posé. Ce matin, nous avons rendez-vous avec Nathalie Deliou, l'une des gardes de la réserve naturelle des Glénans. J'ai cargué. Fort-Cigogne, en fait, par sa forme et puis surtout par cette tourelle, de terre, on la voit très bien. On se demande même des fois si c'est pas un sous-marin qui sort au milieu de l'archipel des Glénans. Donc tout le monde la repère aux îles, en fait. Tout le monde la connaît. Oui, bien. Ça va au niveau des goëles et tout ça, vous dites? Ça va, il y a des endroits où on évite d'aller. Bah oui, oui. Il y a des endroits où on porte un petit casque de chantier aussi. On s'est fait un petit peu attaquer, mais bon, on leur montre qu'on revient pour l'été. Juste avant l'été et l'arrivée des apprentis navigateurs, une poignée de moniteurs se lance dans un grand ménage de printemps. Il faut tout remettre en ordre après les mois d'hiver. Quand on est arrivé, les herbes les plus hautes me dépassaient moins. Et du coup, en termes de débroussaillage, là, on a eu un travail énorme cette année parce qu'on n'a pas eu la possibilité, notamment parce qu'il pleuvait beaucoup, de débroussailler avant que ça pousse vraiment. Et du coup, ça a poussé très très haut. Et du même coup, les goélands ont niché, bien à l'abri. Du coup, il y a beaucoup de goélands. Et il faut parfois un petit peu lutter avec eux pour prendre du terrain. Ça va bien? Ça va, Alexandra? Ouais, et toi? Oui. Si tu cherches des bébés gouelles, c'est plutôt là-haut. Ouais. On monte là-haut, voir un peu, du coup, c'est vrai. Oui. Ah bah là, on a le fameux goéland brun avec ses pattes jaunes, voilà, avec un poussin là, juste sur le haut là. Hop, là.
quand on cohabite comme ça, dans un lieu comme Fort Cigogne avec les oiseaux, eh ben, c'est un petit peu de connaître les distances de fuite, un petit peu quand on voit que ça s'alarme, que ça commence à se battre entre eux, ben, il vaut mieux qu'on s'écarte parce qu'en fait, nous on se dit, ah bah oui, mais on pense que le poussin va tout de suite retrouver l'adulte, mais non. Et le problème, c'est qu'il risque d'être prédaté par un autre goéland à côté, par le voisin d'à côté. Voilà, et servir de nourriture pour les poussins d'à côté. Fort Cigogne se situe au cœur d'un environnement très fragile. La présence de l'homme y est donc tolérée à certaines conditions. La première étant de respecter les merveilles façonnées par la nature depuis des siècles. Ah, ce sable. Au Glénan, en fait, on a une algue calcaire qui s'appelle le merle ou l'Ithotamium. Et du coup, cette algue-là, quand elle se décompose, elle donne plein de petits morceaux. Et qui fait que ce sable en fait est très clair. Alors, bien entendu, il y a le granit en décomposition, hein, mais en plus, on a ces petits morceaux de merle qu'on retrouve dans les plages. Et donc, on va avoir des gros brins. Et puis, petit à petit, en fait, hein, par l'érosion de l'algue, de son squelette calcaire, eh ben, ça va s'affiner. Et puis, pour avoir comme ça sur les hautes plages, en fait, hein, un sable qui est très, très, très fin, en fait. L'or des Glénans.